Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique CNet, le rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique, version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, gros plan aujourd'hui sur le militantisme et la mobilisation sur le web, opération coup de poing de Greenpeace ou encore les indignés ou l'affaire de la caissière de chez Cora. Comment citoyens, collectifs et militants politiques investissent le net, réponse dans le club des gazouilleurs. À suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur Eva Joly. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Parce que demain mérite mieux qu'hier, un slogan utopique pour un présidentiable hors norme, Gaspard Delanoë. Sur la toile, le trublion de la politique fait route vers l'Élysée. I am Gaspard Delanoë. And today I have taken a very important decision. Yes, I have decided to run candidate for the French Republic. Le candidat du parti PFUT, entendez parti faire un tour, provoque sur Facebook ou encore Twitter. Pour lui, l'euro est mort, revenons au sesterce, la monnaie gallo-romaine qui avait bien marché à l'époque. L'artiste déjanté mise sur le net et l'humour décalé. Décalé pas tant que ça, puisqu'en 2008 aux municipales parisiennes, il obtient plus de 3% de vote. Ses 45 ministres sont prêts à être nommés, son programme est déjà en ligne. Par exemple, il veut délocaliser les ministères en banlieue. Aussi, il entend que les députés et sénateurs ne soient plus élus au vote, mais tirés au sort. Le seul vrai Delanoë, comme il se surnomme, veut, comme Barack Obama, une campagne rapide, totale et virale sur le web. Thank you. And God bless my mother. 6 mois avant la présidentielle, on commence déjà à se tirer dessus à coups de vidéos interposées. Ici, c'est les socialistes qui mettent en ligne une parodie. Dans ce spot reprenant la publicité d'une carte de crédit, ils ironisent sur les cadeaux fiscaux accordés par l'UMP à ses amis riches. Golf, villa de rêve, on y voit des nantis en plein luxe. La droite creuse la dette, c'est vous qui payez. Sur son site, le PS se justifie. Selon eux, depuis 10 ans, la droite a multiplié la dette par 2. Sur Internet, la guerre est ouverte. Faire plaisir à ses amis riches, ça n'a pas de prix. 75 milliards de cadeaux ont creusé la dette. Pour les payer, il y a les Français. Il est temps de changer, non ? Il sera conseiller stratégique. Antoine Vechter rejoint la verte équipe d'Eva Joly pour 2012. L'homme qui n'a jamais réussi à se présenter à une élection présidentielle faute de parrainage suffisant fait aujourd'hui le buzz sur la toile. Mais ce n'est pas vraiment pour sa nomination, mais plutôt pour un spot de campagne venu d'un autre temps, un clip quelque peu animal. En 1997, pour les législatives, l'élu d'Alsace innove. Il se fait interviewer par un castor. Alors Antoine, on se tutoie ? Je tutoie toujours mes amis. La bébête est l'emblème de son parti, le mouvement écologiste indépendant. Aujourd'hui, la vidéo ressort, performance politique ou artistique, telle est la question. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Jérémy Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Quadrature du Net, une organisation de défense des droits et des libertés sur Internet. Bienvenue. Mathieu Creux, bonjour. Vous êtes blogueur, consultant en communication et vous avez participé à la campagne web de Nicolas Sarkozy en 2007. Enfin, Benoît Thiolin, bonjour. Vous êtes directeur de l'agence web La Net Squad et vous aviez participé à la campagne web de Désir d'avenir de Ségolène Royal en 2007. Alors, cette vidéo qu'on voit là du PS pour critiquer la politique économique de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça y est, la campagne est lancée? Est-ce que ça se fera à coup de vidéos parodiques aussi? Je pense qu'en tout cas, un des enjeux majeurs de la campagne qui va s'ouvrir va probablement être une espèce de bataille de contenu dont les exemples que vous avez montrés préfigurent un peu ce qui se passera. Donc il va y avoir effectivement pas mal de types d'informations, de vidéos au fond qui d'ailleurs
permettent sur le net de trouver un espace de créativité qu'on a assez peu connu en France à la télévision, tout simplement parce que c'est très réglementé. Donc il y a une espèce d'effet comme ça, de vase communicant, qui fait que oui, les partis politiques sont en train de vraiment s'engouffrer dans cette brèche et bien de produire ce genre de vidéos. Cela étant dit, je pense quand même que la bataille des contenus se passera probablement moins entre les partis politiques que en réalité sur les nouveaux types, à mon avis, de médiateurs numériques qu'on est en train de faire revenir au centre du débat public et qui sont les journalistes. Et peut-être et probablement aussi les think tanks. Et alors Mathieu Creux, côté UMP, est-ce qu'on voit ce type de vidéo parodique parce que Benjamin Lancard, le président des Jeunes Pop, voulait réagir à la gauchosphère, parce que l'Internet est plutôt de gauche. On voit que ça fonctionne finalement pas très très bien. Je dirais surtout que la e-politique en général, si on regarde les 3 derniers mois, ou tout du moins depuis l'arrêt des primaires, il y a un peu rien en ligne. La vidéo que vous avez montrée, elle a été vue 70 000 fois, ce qui est assez faible finalement. On regarde des millions de personnes qui en France et la puissance du Parti Socialiste. À l'UMP, il n'y a pas de vidéos qui sont sorties, mais on peut regarder Bayrou, ou le Front National, ou l'extrême gauche, c'est pareil. Il y a un flop en ce moment de toutes les stratégies qui sont mises en place, parce que ou elles n'ont pas commencé, et c'est donc un peu tard de s'y mettre vraiment maintenant, ou alors elles sont face à un peu un échec, je pense. Vous, Jérémy Zimmerman, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine sur le net? Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant les vidéos diffusées par les partis, mais les vidéos diffusées par les citoyens. Parce que Internet, aujourd'hui, c'est le vecteur de la liberté d'expression qui permet à n'importe qui d'accéder à des contenus, mais également d'en publier, et donc d'être d'égal à égal avec les grandes entités qui, d'habitude, monopolisent l'espace médiatique. Et donc, je trouve ça plutôt charmant qu'un Gaspard Delanoë, comme ça, justement, arrive dans une émission comme celle-ci. Pour moi, c'est véritablement cette caractéristique fondamentale d'Internet, qui est que chacun peut s'exprimer, chacun peut rencontrer un public. Et si quelque chose devait changer la donne dans les processus politiques et électoraux, ce serait, j'espère, plutôt cela que les journalistes et les think tanks. Alors, on va y venir, mais c'est maintenant l'heure du candidat 2.0. Qui, parmi les candidats à l'élection présidentielle, fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Bonjour Edouard. Caroline. Édouard Filias, bonjour. Vous êtes directeur du pôle digital au sein de l'agence Images et Stratégie et vous réalisez pour Public Sénat un baromètre e-réputation sur les candidats à la présidentielle. Alors, comment fonctionne ce baromètre ? Alors, on compare en temps réel sur Dailymotion le nombre de vues et de vidéos postées ainsi que sur YouTube, le nombre de pages indexées sur Google, le nombre de tweets. Sur l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, donc le nombre de citations produites sur ces candidats. Alors, focus aujourd'hui sur Eva Joly, la candidate Europe Écologie Les Verts, qui peine à décoller dans les sondages. Qu'en est-il sur le web ? Alors sur le web, Eva Joly a toujours une notoriété assez moyenne. Elle tutoie celle de François Bayrou en nombre de citations. C'est ce qu'on voit sur ce premier graphique. Elle est un peu au-dessus d'Hervé Morin. Alors, en revanche, il semble que 2 événements aient rythmé sa notoriété digitale. Le premier d'entre eux, c'est la présentation de son programme. C'est logique. Le deuxième, non moins logique, mais très fort pour sa visibilité, c'est l'accord Europe Écologie Parti Socialiste qui a fait beaucoup parler. Et alors justement, dans la cacophonie de cet accord PS Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'Eva Joly est parvenue à se faire entendre ? Alors, il s'est passé quelque chose d'assez curieux, c'est que c'est finalement dans le silence d'Eva Joly, qui a précédé, qui a suivi l'accord entre les Verts et le Parti Socialiste, qu'elle a connu un véritable emballement de sa réputation, de sa notoriété sur Internet. C'est ce qu'on voit sur ce second graphique. Le pic de sa visibilité, c'est le 23 novembre. C'est la date à partir de laquelle elle sort de son mutisme, après une période de mutisme de plusieurs jours, pour dire tout le mal qu'elle pense de François Hollande et de cet accord. Donc finalement, pour Eva Joly, le silence a été d'or. C'est à cette occasion-là qu'elle s'est révélée, sous un jour plutôt favorable, pour être finalement confrontée à une critique très vive quand elle a pris la parole sur François Hollande. Et alors, de quel type étaient ces critiques, Édouard ? Les critiques très vives, d'une part, sont sur sa crédibilité en tant que candidate. Comment est-ce qu'elle peut assumer finalement cette ambiguïté. Et le deuxième type de critiques moins sympathiques, moins heureuses, plus entendues sur le web que dans les médias, c'est des critiques sur
sa nationalité, son accent. Par exemple, un groupe Facebook propose d'enfiorder Eva Joly pour qu'elle se taise, hein, je le dis poliment. Et on a vu toutes sortes de critiques comme ça, un peu xénophobes sur elle. Donc c'est un retour quand même très négatif des internautes après cette prise de parole sur François Hollande. Merci beaucoup, Édouard Filias. Merci à vous. Place maintenant au club des gazouilleurs. Experts, blogueurs, internautes croisent leurs regards et livrent leurs analyses sur les débats qui agitent la planète web. En question aujourd'hui, le militantisme et la mobilisation sur le net. Les internautes qui se mobilisent contre le licenciement d'une caissière de supermarché Cora, les indignés qui tissent leur toile, Greenpeace qui publie en temps réel les vidéos de ses actions coup de poing. Tous ont en commun l'utilisation systématique du web et des réseaux sociaux. Alors qu'ils soient simples citoyens ou militants associatifs, quel est aujourd'hui le visage de la mobilisation en ligne? Quel peut être le rôle d'Internet dans l'évolution de l'engagement? Quelle stratégie pour le militantisme en ligne à l'aube de la présidentielle? C'est le débat des gazouilleurs. Alors Benoît Thiolin, il y a une étude CSA Terra Femina sur la mobilisation numérique qui vient tout juste d'être publiée et qui révèle que les 3/4 des Français, 74%, ont déjà fait une action de mobilisation sur le net. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, Internet occupe un rôle essentiel dans les mobilisations citoyennes? C'est un peu étonnant ce chiffre. D'abord, Internet joue un rôle essentiel dans l'organisation du débat public. Aujourd'hui, il y a assez peu de sujets qui sont d'ailleurs souvent lancés par les médias traditionnels, qui conservent quand même une grande part de la prescription de ce qu'est l'agenda médiatique, qui ensuite ne sont débattus, conversés sur les médias sociaux, sur les blogs, sur des formes plus anciennes, etc. Bref, sur l'espace de discussion qu'est Internet. Ça, c'est à mon avis la première grande tendance. La deuxième, c'est que les internautes, les citoyens qui sont sur Internet se rendent compte qu'ils n'ont pas simplement un pouvoir de discussion et de débat sur Internet, mais que sur la toile, ils ont aussi aujourd'hui à leur disposition des moyens de s'organiser et de se mobiliser. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très nouveau. On en a vu des effets hyper positifs, enfin je le crois, au moment des révolutions arabes. Elles ne se sont pas passées sur Internet, elles se sont passées dans la rue. Et ça, c'est un contresens qu'il faut pas commettre. En revanche, elles ont permis souvent de sortir d'une espèce de dilemme du prisonnier. Si vous êtes une dizaine à aller manifester contre une dictature dans la rue, vous allez vous faire embarquer. Si vous êtes 300 000, vous n'arriverez pas à vous faire embarquer. Comment est-ce que vous pouvez vous garantir que vous serez bien 300 000 et pas 10 ? Eh bien, aujourd'hui, il y a des outils de synchronisation, de mobilisation, sur les médias sociaux notamment, qui permettent tout simplement de vous dire, allez, demain, le mot d'ordre, on y va tous et on sera 200 000. Ça change fondamentalement les choses. Alors justement, Jérémy Zimmerman, en quoi le web, et notamment les réseaux sociaux, ce qui est un peu nouveau par rapport à 2007, favorise l'émergence de nouvelles formes de mobilisation ? Alors, nous, à la Quadrature du Net, on est une organisation citoyenne. On sert en quelque sorte de caisse à outils pour permettre aux citoyens de comprendre les processus législatifs qui attaquent leur liberté sur Internet et leur permettre d'agir et de participer dans le débat public. Donc très souvent, nous, on a cette démarche de fabriquer nos propres outils, notre wiki, notre liste de discussion, notre canal de chat, etc. etc. C'est parfois des outils analytiques quand on va prendre des piles d'amendements au Parlement européen qu'on va dépioter pour les noter par bon ou pas bon, ou très très bon ou très très pas bon, etc. Et on a cette démarche en fait qui est de permettre aux citoyens de prendre en main le débat démocratique et qu'ils se l'approprient en quelque sorte. Qu'ils se l'approprient, c'est ça. Par rapport à, on voit souvent dans le Parlement européen, on me traite de lobbyiste, et j'explique que plutôt que passer 100 coups de fil à 100 députés comme un robot lobbyiste, j'explique à 100 citoyens pourquoi ils doivent passer un coup de fil à un député chacun. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mathieu Creux, on a vu dans l'actualité il y a quelques semaines, une caissière des supermarchés Cora était licenciée parce qu'elle avait ramassé un ticket de caisse. Et alors, il y a eu un papier sur l'Express.fr, Twitter, il y a eu un gros buzz. Et finalement, la caissière, sous la pression des citoyens, du web, des journalistes, a été réintégrée. Est-ce que cette affaire est révélatrice de nouvelles formes comme ça de mobilisation ou finalement c'est conjoncturel et c'est un cas isolé? Je pense qu'elle est révélatrice du poids et de l'écoute qu'ont de plus en plus les marques ou les politiques de ce qui se dit sur Internet, même si pas forcément, ils en prennent pas forcément
forcément compte tout de suite, très rapidement et avec la bonne manière. Moi, je veux rebondir juste sur la manière dont s'organisent les petits groupes pour devenir effectivement des phénomènes d'influence qui sont sur toutes les chaînes de télévision, etc. On peut reprendre les Indignés, ils étaient 50 peut-être à la Défense, et ils ont fait la couverture de tous les médias parce qu'ils utilisaient Internet, etc. C'est principalement dû à deux choses. La première, c'est qu'Internet, c'est gratuit. Quasiment tous les outils aujourd'hui sont gratuits, et c'est de plus en plus simple à utiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de tribune dans les télévisions, dans la presse écrite ou la radio, on utilise Internet, on touche le plus grand nombre de personnes, et finalement on arrive à avoir l'impact. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ils utilisent aussi ce qu'en fait nous on connaissait dans la vie politique il y a quelques années, au moment où on était un peu des flibustiers, on n'avait pas grand monde, peu de budget, et où c'était très intuitif. On arrivait à faire des choses. Aujourd'hui, je crois que c'est un des grands problèmes des partis politiques, c'est qu'ils ont compris que c'était une chose sérieuse, et donc ils l'ont confié à des gens sérieux. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur Jeudi Noir. Génération précaire dénonce le sort des stagiaires. Jeudi Noir, donc, la question du mal-logement. Sauvons les riches entend rééduquer ceux qui ont le plus d'argent. Le point commun de ces trois collectifs, Julien Bayou, un militant associatif devenu élu Europe Écologie Les Verts et depuis quelques jours directeur de la mobilisation de la campagne d'Eva Joly. Rencontre avec un militant 2.0, Paul Bouffal. Derrière ce look d'ado et cette coiffure en friche, Julien Bayou, 31 ans, profession, militant. L'activiste est d'abord économiste de formation. Ses proches préfèrent le surnommer l'écolo geek, toujours un ordinateur à portée de main. Juju, pour ses copains, est spécialiste du marketing 2.0. Mais geek au sens curieux et puis touche à tout, et qui quand même sort un peu de son ordi de temps en temps, voire même souvent, ça me va. En 2005, il débute sur Internet. Julien Bayou est cofondateur du collectif Génération Précaire. En 2009, avec ses potes de Jeudi Noir, il devient squatteur dans un hôtel particulier, place des Vosges. Il dénonce le mal-logement des jeunes. Pour lui, la lutte contre le système passe par la toile. Sans le web, il ne serait pas venu au militantisme. Avec les copains collectifs et les militants, on a de toute manière démarré via Internet. Donc on sait difficilement faire sans. Et ça tombe bien parce que personne n'a envie de faire sans. C'est un outil essentiel et sine qua non pour s'organiser. Et à la fois pour organiser en ligne, mais aussi pour organiser le hors ligne. Faire de la politique autrement. Et pour Julien, cet outil permet surtout de nourrir les militants. Sans siège ni structure, Internet permet de fédérer. Un militantisme à la carte, une mobilisation à la minute. Le vendredi soir, il n'y a personne qui envoie un mail, évidemment, tout le monde est en soirée. Et par contre, le dimanche, vers 16h, quand les gens se réveillent, là, on peut réagir à des propositions. Voilà, c'est un rapport asynchrone. On n'est pas obligé d'être en réunion en même temps tous, parce que voilà, chacun sa vie et éventuellement des difficultés. Et c'est ça, je pense, l'intérêt de ces collectifs affinitaires, c'est de permettre l'engagement moderne et adéquat. Son objectif, mener des opérations coup de poing, préparées en secret par mail ou sur Facebook. En octobre 2009, il s'attaque à Jean Sarkozy et au népotisme de son père. C'était très drôle parce que c'était le dauphin à la porte Dauphine. Donc là, on a dit on y va. Et évidemment, un diplôme de fils à papa géant. Et donc là, Internet a permis d'avoir l'info, déjà. A permis de se coordonner en très peu de temps, parce qu'on l'a su avec 36 heures d'avance. Et puis de prévenir les copains et quelques journalistes proches, ou en tout cas qu'on savait intéressés. Et ça permet de monter une opération en quelques heures. Aujourd'hui élu écolo, l'enfant du web continue sa carrière en ligne. Avec son compère Elliot Lepers, il imagine le site Eva Joly 2012, invente le gimmick des lunettes rouges chères à la candidate. Julien Bayou sera même son directeur de la mobilisation pour la campagne présidentielle. J'ai une relation particulière, je dirais, à Julien. Il est très important dans ma campagne. J'adore ses analyses, son engagement, sa foi. Et cette fois, Julien Bayou la met au service de l'équipe de campagne, au service de la ruche. On est plutôt pacifistes, donc les petites abeilles, les techniciens du service avant-vote sur Internet. Benoît Thiolin, donc Julien Bayou a réussi à médiatiser ses actions. Est-ce qu'il est représentatif ? Oui, je pense, et puis qui illustre en fait l'entrelacement complet aujourd'hui entre le digital et le physique. Ce qu'il y a de très caractéristique dans tous ces mouvements, c'est que souvent ils s'organisent avec des moyens très simples, d'ailleurs la plupart du temps gratuits, et ça leur permet de s'organiser, de se mobiliser, mais pour faire quoi ? Pas simplement pour aller faire du mailing ou pourrir une page Facebook, pour aller sur
le terrain, militer, etc. Et je pense que c'est vraiment probablement ça qui est le plus intéressant aujourd'hui dans ce qu'on peut constater d'émergent dans le web politique et social. C'est vraiment, encore une fois, cette espèce d'utilisation d'Internet comme un outil d'organisation et de mobilisation, mais sur le terrain physique. Parce qu'in fine, comme une révolution, eh bien c'est là que ça se passe. Tweeter, c'est pas voter. Et liker une page Facebook, c'est pas manifester. Mathieu Creux, alors on a vu là récemment l'action de Greenpeace, l'action coup de poing dans la centrale de Nogent-sur-Seine. Alors en même temps, sur leur site, il y avait le live, les vidéos. Ce sont vraiment les rois de la com, non ? Là, la différence de Jeudi Noir, c'est des gens qui ont derrière eux l'image associative, mais qui utilisent de vrais moyens professionnels avec des budgets mondiaux à millions de dollars. Et qui sont pas sur des outils, qui sont effectivement sur des outils ouverts au grand public, ce qui leur permet de toucher massivement plein de gens, mais qui sont vraiment orchestrés de manière professionnelle, avec des agences de com pour Greenpeace, avec des conseillers, des chargés de mission en charge d'Internet, et des gens et des relais professionnels derrière. Donc, ça n'a rien d'affamant. Je ne dis pas que c'est infamant. Par contre, dire que les milieux associatifs, les activistes, etc., sont issus du simple fruit de leur imagination et de leur cœur, parce qu'ils ont ça dans les tripes, peut-être, mais il y a aussi, et derrière, il ne faut pas le nier, toute une organisation très hiérarchisée, bien financée, qui s'occupe de ça. Jérémy Zimmermann, vous, j'imagine, vous n'avez pas des millions de budget. Donc comment vous arrivez à mobiliser à long terme ? Non, déjà, nous, on a un tout petit budget. On vient de nulle part et on est très contents comme ça. En fait, c'est vraiment cette notion du temps Internet dans lequel on peut se permettre de réfléchir et d'analyser par rapport au temps média qui dure par tranche de 2 minutes dans des fenêtres de 24 heures. Avec le temps, on peut bâtir une expertise, une reconnaissance, on peut bâtir des relations de confiance, que ce soit avec des élus, leur entourage, ou avec des individus, des citoyens qui vont répondre à nos appels. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la capacité d'organisation dans un temps long, dans un temps maîtrisé, et ne pas être dépendant du temps des médias, qui est, à mon avis, la clé du succès de nos actions. Mais ce que j'aimerais mettre en valeur ici, c'est que... non, on les recherche les actions coup de poing, Jeudi Noir, etc., c'est calibré pour aller dans la presse. Oui, ça peut, mais c'est en général, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quand on cherche les médias, c'est qu'on est l'avant-veille d'un débat législatif où on appelle les citoyens à passer des coups de fil. Donc c'est avant tout pour donner de la visibilité à nos actions citoyennes. Ce que j'aimerais, complémentarité entre les anciens et les nouveaux médias aujourd'hui, et que Greenpeace utilise d'ailleurs très subtilement l'organisation, en grande partie d'ailleurs avec Internet, mais pas que, la médiatisation sur le net en envoyant les vidéos, etc. Mais ensuite, en réalité, la notoriété de ce qu'ils ont fait hier, elle a dépendu de quoi ? De la reprise de ces informations sur les médias traditionnels. Et il y a un très très bon dosage aujourd'hui. La plupart des gros buzz qui existent sur Internet aujourd'hui sont des buzz qui, à un moment donné, ont été relayés par les médias traditionnels. Jean Sarkozy, l'affaire Jean Sarkozy, elle explose d'abord sur Twitter, avec quelques collectifs qui le poussent, mais il y a d'abord une espèce d'énorme caisse de résonance sur Twitter. Ça devient tellement énorme que ça s'inscrit à l'agenda médiatique traditionnel, et les journalistes sont obligés d'en parler. Et là, ça revient sur Internet où tout le monde va voir. Alors, dans ces cas-là, la reprise est la conséquence du succès d'une action sur Internet. Et pour moi, c'est comme cela que ça se passe bien. On n'a pas à aller chercher les médias, parce que de toute façon, les journalistes n'aiment pas qu'on les harcèle non plus. Mais c'est quand on fait les choses bien, les journalistes le voient et le reprennent. Pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Ce qui me surprend quand même, c'est que parfois, et là je tiens un propos peut-être un peu négatif pour les journalistes, désolé pour vos confrères, mais il y a une bulle de l'information qui s'installe. Il y a énormément de médias qui ont besoin de contenu, qui le reprennent et qui font la course à la vitesse, qui le reprennent extrêmement vite, et qui font le jeu finalement de la viralité de l'information sur Internet. Quand elle est lancée quand Greenpeace sort sa vidéo, elle est automatiquement mise pour être le plus vite possible sur les sites qui comptent en France et même ailleurs. C'est repris sur tous leurs réseaux associatifs, etc. Donc ça c'est une chose, mais qu'après tous les internautes... Les médias font le jeu de Greenpeace d'une certaine manière, je pense que quand... Non mais typiquement... Oui, mais on s'aperçoit aujourd'hui... Si on regarde la une d'un journal de 20 heures, la majorité des sujets qui sont traités ne sont pas des sujets de ce type-là. Donc je veux dire que quelquefois l'agenda médiatique soit bouleversé par ce qui se passe sur Internet, moi je trouve ça très bien. Très honnêtement, il ne faut quand même pas dire que la totalité de l'agenda médiatique se fait sur Internet. La majorité des cas, c'est les médias traditionnels qui le font. Le fait est que ce qui est vraiment important pour moi, c'est évidemment pas Greenpeace et leur budget, ni le Parti Socialiste ou l'UMP ou quoi, c'est que des gens comme moi, des gens comme nous, puissent arriver à porter un message par leur
par leur analyse, par l'effort. Des actions, des résultats qu'on a obtenus, par exemple, au Parlement européen, à l'époque, en rejetant la directive sur les brevets sur les logiciels ou l'amendement 138 au paquet télécom, ou ce qu'on est en train de préparer sur l'ACTA, c'est des choses qui étaient totalement inédites et qui ont vraiment surpris les parlementaires. Il y a une multiplication quand même de ces collectifs, de leur efficacité, et que ça, moi je suis convaincu que ça a été permis par Internet. Réseau Éducation sans frontières, qui pourtant utilise des outils extrêmement simples, qui d'ailleurs n'a pas forcément de budget, aurait absolument pas été capable de s'organiser de manière autant distribuée s'il n'y avait pas eu Internet. Et par ailleurs, Greenpeace, même si c'est une organisation, une ONG un peu plus ancienne, aujourd'hui bénéficie aussi des petits dons. Et moi, je pense qu'il n'y a absolument pas à mépriser le fait que des ONG réclament et demandent de l'argent, des petites sommes de 2, 5, 10, 15, 20 euros. Moi, je trouve ça très bien. Vous-même, d'ailleurs, la Quadrature du Cercle, vous le faites. On est un certain nombre, quelquefois, à avoir donné un peu d'argent. Moi, je trouve ça très, très bien. Et au contraire, par les petits dons, on exprime aussi une position politique. Pour moi, ça n'est pas le sujet. Est-ce que ces formes de mobilisation citoyenne peuvent inspirer les partis politiques? Et je reviens sur ce qu'on disait un petit peu avant. Est-ce que certains thèmes de la toile pourront être repris dans la campagne? La réponse est oui. Il y a quelques exemples, plutôt aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. Je pense notamment évidemment à Barack Obama. Je doute quand même que dans un avenir proche, on voit des phénomènes comme ça aussi massifs en France, pour des tas de raisons qui seraient un peu longs d'expliquer ici. Mais ne serait-ce que parce que on a encore une classe politique qui reste quand même dans ses pratiques personnelles, contrairement à Obama d'ailleurs, très éloignée de ce dont on parle aujourd'hui et qui comprennent pas forcément grand-chose à tout ça. Faut les former, ou faut tout simplement un jour peut-être un peu les remplacer et faire en sorte qu'une génération qui comprenne davantage ça. Mais surtout, sur les thématiques, moi je crois que là, pour le coup, on pourrait voir en 2012 des sujets comme ça s'inscrire à l'agenda médiatique, un peu comme en 2005. Moi, mon pari, c'est que la campagne de 2012 ressemblera lors du référendum exactement, beaucoup plus à la campagne de 2005, où des collectifs, des individus, des blogueurs, pas forcément connus. Voilà, cette espèce de foisonnement, il est probable qu'il fasse émerger un certain nombre de sujets thématiques pendant la campagne. Je le rejoins assez. L'Internet en 2012, sur tout ce qui est politique, ce sera du contenu, donc c'est ce que vous disiez. Ce sera des vidéos, parce qu'on ne remplacera jamais, pour l'instant on n'a pas trouvé de successeur au poids de l'image. Et je pense que ce sera ce qu'on appelle aussi le fact-checking, c'est-à-dire la possibilité pour les individus d'aller vérifier ce que les hommes politiques disent en ligne. Et dans ce cas, je rejoins assez. Internet. Oui, et puis c'est accentué par le fait aussi que malheureusement, les partis politiques ne confient pas Internet à des gens qui sont natifs du web, et le confient à Parti socialiste, à des énarques. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de le faire. Merci beaucoup d'être venu dans la politique, c'est net. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude Baron, bienvenue sur le plateau de la politique, c'est net. Alors qu'est-ce qui a fait débat parmi les internautes cette semaine sur Le Plus? Alors cette semaine, ce qui a fait débat, c'est incontestablement le discours de Sarkozy à Toulon la semaine dernière. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce discours a été regardé sous 4 niveaux, où on pouvait se poser 4 questions en fait. La première question que sont posées les internautes, c'est est-ce que Sarkozy a fait un discours de campagne? Ensuite, est-ce que Nicolas Sarkozy a proposé des solutions à la crise d'abord en France, dans un deuxième temps en Europe. Et enfin, le dernier niveau, c'est évidemment la comparaison avec le discours de Toulon de 2008. Et là, sur ce point, on peut observer que les internautes sont globalement désabusés. Alors quand je dis internautes, c'est ceux qui se sont exprimés, parce qu'il faut rappeler que généralement, ceux qui s'expriment, c'est ceux qui disent plus des choses négatives. Ouais, leur mécontentement. Voilà, exactement. Mais du coup, beaucoup rappellent que Nicolas Sarkozy, par exemple, n'a pas tenu toutes ses promesses, comme celle de la moralisation des marchés. Mais c'est pas le seul, finalement, Nicolas Sarkozy, à être jugé. Bah non, et ça, c'est un peu une nouveauté, en fait. On observe que Nicolas Sarkozy, dans sa stratégie, a tenu à faire sortir de l'ombre, en fait, ses conseillers. Et en premier lieu, Henri Guénaud. Et là, du coup, c'est très intéressant, quand on observe dans les commentaires, les internautes, plutôt que de critiquer seul Sarkozy, critiquent Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud, qui est vraiment très régulièrement cité. Et finalement, c'est une plutôt bonne stratégie, c'est assez malin de la part de Nicolas Sarkozy, parce qu'il n'est plus seul à endosser les responsabilités. Il dit, écoutez, peut-être qu'il y a des erreurs, mais en même temps, je ne suis pas le seul. Et du coup, on observe que quand les internautes, pareil, se posent la question, est-ce que Nicolas Sarkozy fait un discours de campagne, ils ne citent pas que Nicolas Sarkozy, ils disent bravo Henri Guénaud d'avoir offert un magnifique discours de campagne à Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Aude, et puis donc à dans 15 jours. Merci, c'est le clap de fin de
cette émission, mais restons connectés. Vous pouvez réagir, revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, mon alter ego, Laurane Elkabach. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Politique c'est net. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. Merci d'ailleurs aux twittos fidèles de la Politique c'est net. À très bientôt. We'll be right back.